Cette semaine, nous recevons le docteur Dalvaris Godjo, géostratège et expert en économie. Avec le docteur Godjo, nous revenons sur une des grandes actualités géopolitiques de la semaine. Moscou et Pyongyang ont confirmé en début de cette semaine la présence de soldats nord-coréens du côté de l'Ukraine dans le cadre de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Selon un communiqué gouvernemental, un peu plus de 10 000 soldats nord-coréens ont été déployés sur le théâtre des hostilités pour combattre aux côtés des forces russes. À la suite de ce communiqué de Pyongyang, c'est le ministère de la Défense russe qui va officialiser les premières images montrant des soldats nord-coréens qui sont formés par des instructeurs russes. Et par la suite, le président Vladimir Poutine lui-même va remercier les soldats russes et va surtout saluer l'exploit des soldats nord-coréens dans le cadre de son offensive menée dans la région de Koursk pour dénazifier cette région qui est aujourd'hui entre les mains de la Russie. Fait notable, Gerasimov a également remercié l'armée nord-coréenne pour son engagement aux côtés des forces russes. En vertu de notre accord de partenariat stratégique global signé le 18 juin 2024, les militaires de l'armée populaire de Corée ont joué un rôle décisif dans la défense de la région, a-t-il souligné. Selon Moscou, les soldats nord-coréens auraient fait preuve d'un professionnalisme, d'un courage et d'un héroïsme exemplaires lors des combats, consolidant ainsi une alliance militaire inédite entre Pyongyang et Moscou. Mais pourquoi est-ce que Pyongyang et Moscou décident d'officialiser en ce moment précis la présence de ces soldats nord-coréens sur le théâtre de la guerre en Ukraine? Sur cette préoccupation du timing choisi par la Corée du Nord et la Russie, le docteur Dalvaris Godjo nous livre une analyse qui revient sur les enjeux géostratégiques de cette annonce. La participation héroïque des soldats nord-coréens dans le rôle qu'ils ont joué pour la prise totale de la ville de Koursk, qui était occupée par des Ukrainiens. Les Ukrainiens avaient déployé un peu plus de 74 000 hommes pour pouvoir prendre cette ville. Et en fait, les Ukrainiens avaient envoyé les meilleurs de leurs hommes, notamment les détachements spéciaux expérimentés là-bas. Et les Nord-Coréens ont été envoyés là-bas pour participer aux côtés de la Fédération de Russie à combattre ces éléments-là. Il faut bien comprendre aussi l'important, vous savez, les éléments nord-coréens, c'était entre 10 000 et 14 000 hommes, mais surtout, vous avez les gars des forces spéciales et les conscrits qui étaient ensemble pour pouvoir prendre la ville des Koursk. Moi, je pense que le timing peut permettre de mettre en relief la grande coopération ou la grande amitié qui existe entre la Fédération de Russie et la Corée du Nord. Et pour cela, il faut comprendre que nous sommes à quelques jours de la célébration de la fête du 9 mai, qui est la célébration de la grande patriotique, la guerre de la victoire, la fête de la victoire. Très bien, oui. La Deuxième Guerre mondiale. Mais maintenant, il ne faut ne pas oublier qu'en réalité, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quelques années après, il y a la Grande Guerre de Corée, qui est la guerre de la fin des années 40, qui participe à la séparation entre la République populaire de Corée, qu'on appelle Corée du Nord, et la République de Corée du Sud. Et en fait, aujourd'hui, la République populaire de Corée existe aujourd'hui parce qu'il y a eu un soutien énorme de l'Union soviétique à l'époque. L'Union soviétique et la Chine ont extrêmement soutenu. Sinon, aujourd'hui, puis on n'existerait pas. C'est parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, la Corée du Nord est en frontière avec l'Union soviétique, avec la Russie actuelle, au niveau de la ville de Vladivostok. Ça fait qu'en réalité, il y avait un envoi permanent des Soviétiques et des Chinois, du matériel militaire et des soldats, pendant que dans le sud, justement, les pays occidentaux combattaient avec la Corée du Sud, notamment les États-Unis. C'est ce qui a concouru après à ce qu'on puisse avoir le 33e parallèle, qui est la frontière la plus gardée du monde, et où les Américains ont interposé des troupes en Corée du Sud, ainsi que du matériel militaire de type nucléaire. Je veux dire, en réalité, le contexte de cette date-ci, le contexte de ce que la Fédération de Russie ou alors de l'Union soviétique a fait pour la Corée du Nord n'est pas négligeable. Tout à fait. La preuve en est, moi je pense qu'il devait aussi avoir les annonces, parce que je pense tout à l'heure déjà, Mishustin, qui est le premier ministre de la Fédération de Russie, a annoncé la construction d'un pont, ça c'est la première fois, un pont routier entre la Corée du Nord et la Russie. C'est une preuve, c'est la preuve à mon avis, où c'est la matérialisation d'une certaine coopération à votre niveau. Peut-être que
dans l'évolution de notre entretien, on va rentrer sur ces volets. Une autre actualité enfant de cette semaine. Selon plusieurs médias occidentaux, près de 600 soldats nord-coréens auraient perdu la vie dans cette offensive. Ce qui, selon Pyongyang, ne représente pas grand-chose en termes de pertes. Pour le leader nord-coréen Kim Jong-un, les soldats de son pays qui sont tombés sur le théâtre des hostilités en Ukraine sont tout simplement des héros. Sur la question des pertes en matériel ou en équipement, mais également en soldats, le docteur Dalvaris Gujju revient sur l'effectif militaire déployé par Moscou et Pyongyang, qui est un effectif totalement écrasant dans le cadre de cette guerre. La portée est extrêmement importante. Et à mon avis, je crois, ce partenariat a joué aussi dans l'annonce des deux côtés. Parce qu'en réalité, quand on voit seulement en termes d'hommes, la Russie est juste autour de 1,2 million, qui peut aller jusqu'à 2 millions d'hommes. Alors quand on regarde le temps, ça ne fait pas le poids. Et quand vous ajoutez un pays comme la Corée du Nord qui a 1 million d'hommes, sensiblement, exact, et en réalité qui sont capables de lever jusqu'à 10 millions d'hommes parce que c'est un pays essentiellement militaire. Cette alliance-là, cette annonce-là peut faire peur à beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'il y a de cela quelques temps, beaucoup de puissances occidentales sont en train de crier de gauche à droite qu'ils peuvent envoyer des troupes en Ukraine pour sécuriser. Je pense que c'est un signal. Surtout l'Europe, hein. Justement, oui, justement. Quand on parle de l'Occident, parce que les Américains, en ce moment, voilà, exact. les intérêts sont différents. Exact. Ça, c'est un côté. Mais maintenant, il y a un autre côté qui est extrêmement important. D'autant que le matériel militaire utilisé en Fédération de Russie, je n'en passe en fait l'artillerie joue un rôle important parce qu'il faut protéger les hommes des Russes, de l'autre appel des hommes, peut faire rester à distance, utiliser les drones, mais surtout utiliser l'artillerie. Et de l'artillerie, que ce soit ce qu'on appelle les orbes de Staline, donc les lances multiples, en réalité, ils utilisent des 155 mm. Or, les de 156 mm, la fabrication prend un peu de temps. Or, la Russie utilise vraiment sans compter. C'est pourquoi ça fait peur aux Occidentaux. Le rythme de fabrication et le rythme d'utilisation est extrêmement élevé. Or, les Nord-Coréens fabriquent ça pratiquement depuis des dizaines d'années et n'utilisaient pas parce qu'ils ne sont pas confrontés à une situation de guerre. Ça veut dire qu'ils avaient des millions et des millions d'ogives au sol qu'ils n'utilisaient pas. La Fédération de Russie avait besoin de cela en très peu de temps et ils ont envoyé des centaines de conteneurs. Alors ça, c'est très important, le matériel. Si vous avez des hommes et que vous avez le matériel, ça c'est très important. Si vous avez les hommes sans matériel, c'est pas bien. Et si vous avez du matériel sans hommes, c'est pas bien. Or, en ce moment-là, les Russes ont des hommes, les Coréens ont des hommes, et il y a aussi les 155 mm que l'on a envoyés. De l'autre côté, vous savez, du fait des sanctions, la Russie est devenue autosuffisante sur le plan alimentaire. Une grande production de blé, de riz dans tous les sens. Alors que la Corée du Nord était dans le besoin. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la surproduction russe qu'ils ont dû transférer en Corée du Nord. Mais surtout, l'élément très important, à mon avis, dans ces accords, c'est c'est le volet de l'assistance russe après le voyage de Kim Jong-un en Russie, qui touche l'hypersonique. Parce que remarquez bien que il y a de cela plusieurs années, les Nord-Coréens ont fait des tests pour l'hypersonique qui sont tous soldés par un échec. Alors les Russes maîtrisant cette technologie, les Iraniens maîtrisant cette technologie, quand il y a eu cette visite à Moscou et à Pyongyang, quelques temps après, on s'est rendu compte que tous les tests nord-coréens avaient des réussites. Or, n'oublions pas à côté, c'est une parenthèse, que les Américains se maîtrisent par la technologie hypersonique. Parce que la technologie hypersonique vous permet c'est parfois à Mach 12, Mach 11, Mach 12, c'est-à-dire 12 fois la vitesse du son. C'est-à-dire que avant que je vous dise bonjour, vous attendez, le missile était déjà passé. Et si ça passe, ça veut dire que les radars ne peuvent pas détecter. En d'autres termes, vous n'avez aucune protection. En fait, c'est comme vous étiez en train de marcher dans la rue pratiquement nu. Vous êtes totalement exposé. Exact, totalement exposé. Si les Nord-Coréens maîtrisent cela et qu'il y a les positionnements des troupes américaines, par exemple, en Philippines, ou en Corée du Sud, ou au Japon, comme c'est le cas, ou même aux États-Unis, avec la technologie balistique, avec hypersonique, les Américains sont totalement nus face à un petit pays, entre guillemets, qui est la Corée du Nord. C'est-à-dire que les Russes ont dit que nous vous montrons toute cette technologie parce que nous sommes dans une guerre d'existence. Ça ne nous sert à rien de garder ce secret alors que vous êtes des gens qui nous tendent la main. Vous avez vu que ce soit les Nord-Coréens, que ce soit les Iraniens et les Russes surtout, les Chinois aussi, ce sont les seuls qui maîtrisent vraiment cette technologie pendant que les Européens sont en train de faire l'exercice dans le temps. Moi, je pense pour moi que la portée de l'accord est extrêmement importante dans les deux camps parce qu'ils se soutiennent mutuellement. Et maintenant, ça, c'est le volet militaire que je pense être le plus important. C'est pourquoi vous avez bien fait de dire dans vos propos liminaires que la Corée du Nord et la Russie ont officialisé. Parce que dans la réalité, il y a des pays qui envoient des troupes, mais qui n'ont pas officialisé. Absolument. Pourquoi envoyer des troupes? Parce qu'il y a ce qu'on appelle sur le terrain militaire le rétexte.
le retour d'expérience. C'est-à-dire, vous avez beau avoir des troupes en France, dans tous ces pays-là, mais ce sont des troupes de défilé. Parce que quand on n'est pas confronté à la guerre de la réalité sur le terrain, ce qu'on appelle la guerre de haute intensité, vraiment vous avez du matériel. Mais si ce n'est pas sur le terrain de combat, c'est théoriquement qu'on dira que votre matériel est bon. C'est théoriquement qu'on dira que votre armée est bien. Ça fait que les Coréens, quand les Coréens ils ont envoyé peut-être 14 000 hommes, ils ont envoyé 14 000 hommes. Certaines sources disent qu'ils ont perdu entre 300 et 600 hommes. Ça veut dire qu'il y a un peu de 13 000 hommes qui ont un retour d'expérience très important. Maintenant, s'ils font comme les Russes font, c'est-à-dire chaque 3 mois, on change en Russie, c'est-à-dire ceux qui sont là rentrent en Corée, les nouveaux viennent, ça fait qu'après, vous avez des troupes qui sont totalement aguerries au combat. C'est-à-dire il y a des troupes américaines et sud-coréennes qui sont là, qui disent qu'elles sont les plus fortes, mais ils n'ont jamais tiré un coup de feu. Et quand on a les gars de l'autre côté qui ont fait une expérience de combat de haute intensité, c'est pas la même, c'est pas la même chose. Et qui semblent infatigables. Exact. Et toujours prêts. Exact. Voilà. L'alliance entre la Russie et la Corée du Nord se renforce et c'est une alliance qui est ouverte. Une dynamique que l'Europe se trouve aujourd'hui incapable de pouvoir stopper malgré de multiples sanctions infligées en même temps à Moscou et à Pyongyang, les deux à la fois.